Imaginez un homme si puissant qu'il fit trembler Rome devant ses propres légions, un homme qui tua des milliers de ses compatriotes sans hésiter, un homme qui devint dictateur absolu, puis, au sommet de sa puissance, abandonna tout simplement. Voilà Lucius Cornelius Sulla, le dictateur de sang qui détruisit Rome pour la sauver. Son histoire ne commence pas dans des palais de marbre, mais dans les ruelles sales d'une Rome qui méprisait sa propre noblesse appauvrie. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome dominait la Méditerranée. Ses légions étaient invincibles, ses généraux légendaires et son Sénat le centre du pouvoir mondial. Pourtant, sous cette gloire, la pourriture fermentait. La République était malade. Les riches devenaient plus riches, les pauvres plus nombreux, et la classe moyenne disparaissait comme une fumée. Dans ce décor de décadence morale et politique naquit Lucius Cornelius Sulla, en 138 avant Jésus-Christ, fils de l'une des plus anciennes familles patriciennes de Rome, la gens Cornelia. Mais ce nom illustre ne valait rien sans or dans les coffres. Sulla grandit en observant. Il observait les nouveaux riches acheter des sièges au Sénat. Il observait des généraux populaires comme Gaius Marius distribuer des terres aux soldats et gagner leur loyauté éternelle. Il observait la République que ses ancêtres avaient bâtie être mise aux enchères aux plus offrants. Il avait du sang noble, mais vivait comme un plébéien. Il habitait dans les insulae, ces immeubles d'appartements bon marché où s'entassait la racaille de Rome. Il connaissait aussi bien les salons du pouvoir que les tavernes où les gladiateurs buvaient du vin ordinaire. Cette dualité forgea sa personnalité. Il comprenait les deux mondes et méprisait l'un comme l'autre. Jeune Sulla était décrit comme beau, aux yeux perçants et aux cheveux blonds roux, rares parmi les Romains. Sa peau était marbrée, comme si les dieux avaient versé du sang sur son visage avant même sa naissance. Il était intelligent, cruel quand il le fallait, et possédait une qualité rare, la capacité d'attendre. Alors que d'autres patriciens ruinés mendiaient des faveurs ou sombraient dans l'oubli, Sulla planifiait. Il étudiait la rhétorique, s'entraînait à l'escrime, observait les remous politiques. Il savait que Rome récompensait deux sortes d'hommes, ceux qui apportèrent de l'or et ceux qui apportèrent des victoires militaires. Il choisit la seconde voie. Sa première grande opportunité arriva lorsqu'il hérita d'une fortune inespérée. Deux femmes riches, fascinées par sa beauté et son esprit, lui léguèrent leurs biens à leur mort. L'or en poche, Sulla put enfin entrer dans la partie politique. Mais il n'était pas comme les autres aristocrates. Il avait faim, une faim née de toutes ces années à voir des médiocres gouverner Rome tandis que lui, descendant de héros, vivait dans l'ombre. Cette faim se transformerait en quelque chose de bien plus dangereux, une ambition sans limite. Sulla servit comme questeur lors de la campagne africaine sous le commandement de Gaius Marius, l'homme qui réforma les légions romaines et devint le général le plus puissant de la République. Marius était plébéien, un homme du peuple qui atteignit le sommet par sa seule compétence militaire. Il méprisait les aristocrates inutiles, mais reconnut en Sulla quelque chose de spécial. Froideur, intelligence et courage. Pendant la guerre contre Jugurtha, roi de Numidie, Sulla accomplit un exploit diplomatique extraordinaire. Grâce à des négociations secrètes, des trahisons calculées et des promesses vides, il parvint à capturer vivant Jugurtha, mettant fin à une guerre qui saignait Rome depuis des années. La capture de Jugurtha aurait dû être le triomphe de Marius. Mais Sulla fit frapper des pièces à son effigie recevant le roi vaincu. C'était une déclaration publique. La victoire était la sienne, non celle de Marius. Le général plébéien n'oublia jamais cette offense. C'est là que naquit une rivalité qui déchirerait Rome en deux et baignerait ses rues dans le sang. Deux hommes, deux mondes, une république trop étroite pour les accueillir tous deux. Marius incarnait le pouvoir du peuple, des soldats fidèles, du nouvel ordre. Sulla représentait l'ancienne aristocratie, la tradition, le droit du sang noble à gouverner. Dans les campagnes suivantes contre les tribus germaniques menaçant d'envahir l'Italie, Sulla montra non seulement sa compétence, mais un génie tactique.
Là où d'autres officiers suivaient les protocoles, il improvisait. Il utilisait espionnage, corruption et assassinat politique. Pour Sulla, la guerre n'était pas seulement une bataille rangée, c'était du jeu d'échecs joué avec des vies humaines. Et il ne perdait jamais. Les soldats le respectaient parce qu'il gagnait. Les aristocrates l'admiraient parce qu'il était l'un des leurs. Et Marius le haïssait parce qu'il lui volait sa gloire. Mais ce n'était pas seulement sa compétence militaire qui définissait Sulla, c'était quelque chose de plus sombre. Il possédait une froideur émotionnelle effrayante. Il pouvait ordonner l'exécution de centaines de personnes sans ciller. Il pouvait torturer lui-même des prisonniers pour extraire des informations. Il pouvait sourire en planifiant la mort d'alliés. Ses contemporains décrivaient ses yeux comme ceux d'un prédateur, beau mais dépourvu de compassion. Il ne prenait pas plaisir à tuer, mais n'éprouvait aucun remords non plus. Pour Sulla, la violence était un outil, non une passion. Quand il regardait le Sénat romain, ce bâtiment de marbre où théoriquement les meilleurs hommes de Rome débattaient du destin de la République, Sulla ne voyait que du théâtre. Il voyait des hommes médiocres acheter des votes, former des alliances vides, préoccupés par leur carrière, tandis que Rome pourrissait. Et dans ces moments de solitude, quand le vin coulait et que les masques tombaient, il murmurait à lui-même des paroles qui deviendraient prophétiques. Rome a besoin d'un homme qui ne redoute pas le sang. Il ne le savait pas encore, mais cet homme serait lui-même. Et le sang qu'il verserait ne serait pas celui d'ennemis étrangers, mais de citoyens romains, sénateurs, chevaliers, plébéiens, femmes, enfants. Personne ne serait épargné quand Sulla déciderait que, pour sauver Rome, il fallait d'abord la détruire. Mais tout cela appartenait encore à l'avenir. Pour l'heure, il n'était qu'un aristocrate ambitieux servant dans les légions. Juste un jeune général accumulant victoires et ennemis. Juste un homme observant le Sénat et rêvant de pouvoir absolu. De l'autre côté de la Méditerranée, sur les terres riches et anciennes d'Asie mineure, un roi ourdissait l'impossible. Détruire Rome. Il s'appelait Mithridate VI, roi du Pont, et se considérait comme le nouveau Alexandre le Grand. Il parlait 22 langues, commandait d'immenses armées, contrôlait les routes commerciales de la mer Noire et haïssait Rome de toute son âme. En 88 avant Jésus-Christ, Mithridate fit quelque chose qui choqua le monde méditerranéen. Il ordonna le massacre simultané de tous les citoyens romains et italiens vivant sur ces terres. En une seule journée, 80 000 personnes furent assassinées. Hommes, femmes, enfants, bébés. Tous tués parce qu'ils étaient romains. La nouvelle parvint à Rome comme un tremblement de terre. Le Sénat entra en panique. Mithridate ne se contentait pas de se rebeller. Il déclarait une guerre totale. Ses troupes envahirent la Grèce, libérèrent des esclaves, annulèrent des dettes et se présentèrent comme des libérateurs contre la tyrannie romaine. Des cités entières se rallièrent à lui. Rome avait besoin d'un général, et vite. L'homme choisi fut Lucius Cornelius Sulla, désormais consul, la plus haute charge de la République. Sulla accepta le commandement avec un sourire glacial. Enfin, pensa-t-il, une guerre digne de son talent. Mais la politique romaine était un champ de bataille aussi sanglant que toute guerre. Tandis que Sulla préparait ses légions, ses ennemis politiques tramèrent. Les populares, factions défendant les intérêts du peuple et ayant pour chef Gaius Marius, virent une opportunité. Par le biais d'un tribun corrompu nommé Sulpicius Rufus, ils firent adopter une loi transférant le commandement de la guerre contre Mithridate de Sulla à Marius. Le vieux général, âgé de 70 ans et porteur de 6 consulats à son actif, voulait encore une victoire, encore une gloire, encore une preuve qu'il était toujours le plus grand. Quand la nouvelle atteignit le camp militaire de Sulla à Nole, dans le sud de l'Italie, ses officiers s'attendaient à ce qu'il accepte. Après tout, c'était la loi. Le Sénat avait décidé. Mais Sulla n'était pas homme à obéir. Il convoqua ses 6 légions, environ 35 000 soldats vétérans qui le suivaient depuis des années, et posa une question simple. « Vous avez combattu avec moi en Numidie.
Vous avez lutté contre les Germains. Vous avez versé votre sang pour Rome sous mon commandement. Et maintenant, Rome m'arrache à vous pour remettre le commandement à un vieillard qui veut voler votre gloire et votre butin. Que choisissez-vous? La réponse fut unanime et terrifiante. Nous marchons avec toi, Sulla, partout où tu iras. Ce que fit Sulla ensuite était impensable. Jamais dans l'histoire de Rome, un général n'avait marché avec ses légions contre sa propre capitale. C'était un tabou absolu, une ligne rouge que personne n'osait franchir. Mais Sulla la franchit. Il tourna ses légions vers le nord et marcha sur Rome. À l'approche des portes de la ville, il envoya des messagers exigeant que Marius et Sulpicius soient déclarés ennemis de l'État. Le Sénat, terrifié, refusa. Sulla ordonna l'attaque. Les légions romaines envahirent Rome. Des soldats entraînés à combattre les barbares tuaient désormais des citoyens dans les rues. Le Forum romain, cœur de la République, devint un champ de bataille. Marius tenta d'armer la population urbaine, mais des citoyens armés de bâtons et de pierres ne faisaient pas le poids contre des légionnaires professionnels. Le massacre fut rapide et brutal. Sulla entra dans la ville à cheval, monté sur sa monture blanche, les rues maculées de sang romain, et déclara Marius et ses alliés ennemis publics. Marius s'enfuit en Afrique, humilié. Sulpicius fut traqué, décapité, sa tête exposée sur le forum en guise d'avertissement. Sulla réorganisa le gouvernement, plaça des alliés à des postes clés, puis fit quelque chose de surprenant. Il partit pour l'Orient comme initialement prévu. Il avait brisé tous les tabous de Rome, baigné la capitale dans le sang, et maintenant, il retournait simplement accomplir sa mission militaire. Comme si marcher contre sa propre ville n'était qu'un simple désagrément administratif réglé. Cette froideur pragmatique définissait Sulla. Il n'avait pas attaqué Rome par colère ou vengeance. Il l'avait fait parce que c'était nécessaire à ses projets. Et maintenant que l'obstacle avait disparu, il retournait au travail. La campagne en Orient révéla Sulla comme un général suprême. Mithridate commandait d'immenses armées, comptait des alliés partout en Asie mineure et en Grèce, contrôlait des flottes navales et combattait sur un terrain familier. Sulla débarqua avec seulement 5 légions, sans ravitaillement adéquat, sans soutien naval, en territoire ennemi. Et pourtant, à travers une série de batailles brillantes, il détruisit tout ce que Mithridate avait construit. À la bataille de Chéronée, en 86 avant Jésus-Christ, Sulla affronta une armée de plus de 100 000 hommes, avec seulement 15 000 légionnaires. Utilisant le terrain, la discipline et des tactiques innovantes, il anéantit les forces ennemies. Les morts étaient si nombreux que la rivière voisine coula rouge pendant des jours. Mithridate envoya une autre armée encore plus grande. Sulla la détruisit à la bataille d'Orchomène. Après chaque victoire, il ne montra aucune pitié. Les cités ayant soutenu Mithridate furent mises à sac, les chefs rebelles crucifiés, les temples profanés. Sulla ne combattait pas pour la gloire ou la justice, mais pour briser complètement toute volonté de résistance. Et cela fonctionnait. Une à une, les cités grecques se rendirent. Mithridate recula vers son royaume du Pont. Et Sulla, couvert de gloire et d'or pillé, se prépara à imposer les termes de la paix. Les négociations furent typiques de Sulla, brutales et pragmatiques. Il n'exigea ni la tête de Mithridate, ni l'annexion totale de ses territoires. Il réclama de l'or, beaucoup d'or, une compensation pour les massacres et un retrait complet d'Asie mineure et de Grèce. Mithridate, épuisé et vaincu, accepta. Techniquement, la guerre ne s'achevait pas par l'annihilation totale de l'ennemi. Mais Sulla se moquait bien des gloires abstraites. Il voulait de l'or pour payer ses légions et des ressources pour ce qu'il projetait ensuite, retourner à Rome et régler ses comptes avec tous ceux qui l'avaient trahi. Pendant ce temps, à Rome, le chaos régnait. Marius était revenu d'exil, avait rassemblé une armée et repris la capitale dans un bain de sang qui rendait l'invasion de Sulla presque douce. Le vieux général, rongé par la haine et la paranoïa, ordonna des exécutions massives. Tout allié de Sulla fut traqué et tué. Les têtes de sénateurs ornaient le forum. La ville vivait sous la terreur. Mais Marius, âgé et malade, mourut quelques jours après son 7e consulat.
Ses partisans, menés par Cinna puis par le jeune Marius, fils du général, continuèrent à contrôler Rome d'une main de fer. Sulla recevait des nouvelles de chaque exécution, de chaque confiscation de biens, de chaque humiliation infligée à ses alliés. Et tandis que ses officiers s'attendaient à des explosions de rage, Sulla restait froid. Il notait des noms, planifiait, se préparait. Il savait qu'il reviendrait. Et quand il reviendrait, il n'y aurait aucune pitié, aucune négociation, aucun pardon. Rome l'avait trahi, alors qu'il saignait pour elle en Orient. Rome paierait avec intérêt. En 83 avant Jésus-Christ, Sulla embarqua avec 5 légions vétérans, endurcis par des années de guerre brutale, loyaux uniquement à lui, chargés du butin d'une campagne victorieuse. Tandis que les navires fendaient la Méditerranée en direction de l'Italie, Sulla se tenait à la proue, les yeux fixés sur l'horizon. Ses officiers le virent murmurer quelque chose, mais seul l'un d'eux entendit les mots qui allaient définir l'avenir de Rome. « L'Orient me craint, mais Rome me trahit. Il est temps d'enseigner à Rome ce que signifie la vraie peur. » L'année était 88 avant Jésus-Christ, et Rome était au bord de l'abîme, non à cause de menaces extérieures ni d'invasions barbares, mais à cause de quelque chose de bien plus dangereux, l'ambition même de ses citoyens. Lucius Cornelius Sulla, fraîchement élu consul et commandant désigné pour la guerre contre Mithridate, se trouvait à Nole en train de préparer ses légions quand la nouvelle arriva. Le tribun Sulpicius Rufus, acheté par Gaius Marius et les Populares, venait de faire adopter une loi transférant le commandement de la guerre d'Orient au vieux général. Sulla était démis, humilié publiquement. Et tout cela était, techniquement, légal. La République avait parlé à travers ses institutions, mais Sulla se moquait éperdument de la légalité. Quand ses officiers lui apportèrent la nouvelle, il s'attendait à voir de la colère, de l'indignation, peut-être même une acceptation résignée. Ils virent quelque chose de bien plus effrayant, le silence. Sulla resta immobile de longues minutes, son visage marbré ne trahissant aucune émotion. Puis, calmement, il convoqua l'assemblée des troupes. 6 légions, 35 000 hommes qui avaient marché avec lui, combattu avec lui, saigné avec lui. Il monta à la tribune et parla d'une voix contrôlée, presque douce, mais chaque mot empoisonné. « Vous m'avez suivi contre les Germains, » dit Sulla. « Nous avons vaincu des hordes menaçant de détruire l'Italie. Vous m'avez suivi en Afrique. Nous avons capturé Jugurtha, mis fin à une guerre qui saignait Rome. Maintenant, nous préparons la plus grande campagne de notre génération contre Mithridate, où le butin sera légendaire et la gloire éternelle. Mais Rome, la ville que vous avez défendue de vos vies, a décidé qu'un autre commandant récolterait les lauriers. Gaius Marius, qui a déjà eu 6 consulats et plus de richesses qu'il ne peut en compter, veut vous voler cette dernière victoire. » Et le Sénat, lâche, l'a permis. Un murmure monta parmi les légionnaires, comme un tonnerre lointain. Sulla continua. « J'accepte la décision de Rome. Mais vous, soldats de Rome, devez-vous aussi accepter? Combattrez-vous sous Marius, qui vous voit comme des pions? Ou marcherez-vous avec moi et assurerons-nous que les traîtres au Sénat comprennent que les légions romaines ne sont pas la propriété de politiciens corrompus? » La réponse fut assourdissante. Des boucliers heurtèrent d'autres boucliers, des lances frappèrent le sol et le cri de guerre résonna « Sulla! Sulla! Sulla !» Pour la première fois dans l'histoire de Rome, un général tourna ses légions contre sa propre capitale. Le chemin de Nole à Rome ne prenait que quelques jours de marche, mais chaque kilomètre marquait le franchissement d'une ligne séparant république et tyrannie, loi et force brute, civilisation et barbarie. Des officiers supérieurs, horrifiés, abandonnèrent les troupes. Seul un questeur resta aux côtés de Sulla, Lucius Licinius Lucullus, jeune aristocrate qui comprit que l'ancien monde mourait et qu'un nouveau, plus brutal, naissait. Les autres s'enfuirent vers Rome, y semant la panique totale. Quand la ville apprit que Sulla marchait avec 6 légions, la terreur se répandit. Jamais, en plus de 300 ans de république, une armée romaine n'avait attaqué Rome.
C'était impensable, un sacrilège contre les dieux, une trahison contre tout ce que Rome incarnait. Les consuls coururent au Sénat, exigeant une action. Marius, le vieux lion, proposa d'armer la population. Si Sulla veut la guerre, il l'aura dans les rues qu'on connaît mieux que lui, rugit le général. Mais il y avait un problème. La population urbaine de Rome n'était pas composée de soldats. C'étaient des artisans, des marchands, des esclaves affranchis. Leur donner des armes ne créerait pas une armée, mais une foule enragée. Sulla arriva aux portes de Rome au crépuscule. Les murailles serviennes, anciennes fortifications protégeant la ville, étaient mal défendues. Personne n'avait jamais imaginé devoir défendre Rome contre des Romains. Sulla envoya un ultimatum. Livrez Marius et Sulpicius comme ennemis publics. Ratifiez mon commandement sur la guerre d'Orient et il n'y aura pas d'effusion de sang. Le Sénat, acculé mais essayant encore de sauver un reste de dignité, refusa. Marius envoya son propre message, bref et provoquant, « Viens prendre, traître !» L'ordre d'attaque fut donné. Les légions de Sulla n'hésitèrent pas. Elles enfoncèrent les portes, escaladèrent les murs, inondèrent les rues de Rome comme une vague de fer et de sang. La résistance fut pathétique. Des citoyens armés de bâtons et de pierres affrontèrent des légionnaires professionnels avec glaives et boucliers. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Marius tenta d'organiser une défense sur le forum, mais ses troupes improvisées cédèrent au premier choc. Des femmes lançaient des tuiles depuis les toits sur les assaillants. Sulla ordonna aux archers d'incendier les bâtiments. Rome, ville éternelle, brûlait. Le combat le plus féroce eut lieu sur l'Esquilin, où Marius avait concentré ses meilleures forces. Des vétérans loyaux au vieux général, des hommes ayant combattu les Germains à ses côtés, formèrent des lignes de bataille dans les ruelles étroites. Pendant des heures, l'Esquilin devint un champ de mort. Glaive contre glaive, Romain contre Romain, frère contre frère. Le sol devint si glissant de sang que des soldats tombaient et étaient piétinés par leurs propres camarades. Quand la résistance céda enfin, Sulla ordonna qu'il n'y ait pas de prisonniers. Tout homme armé ayant combattu contre lui fut exécuté sur place. Marius, voyant la défaite inévitable, s'enfuit. L'homme qui avait sauvé Rome des Germains, qui avait été consul 6 fois, adoré par le peuple comme un demi-dieu, s'enfuit comme un criminel ordinaire. Il traversa le Tibre à la nage, se cacha dans des marécages, fut traqué comme un animal. Il finit par trouver un bateau et s'enfuit en Afrique, exilé et humilié. Sulpicius Rufus n'eut pas cette chance. Il fut pourchassé par les assassins de Sulla, capturé alors qu'il se cachait dans une villa voisine et décapité. Sa tête fut apportée à Sulla, qui l'examina froidement avant d'ordonner qu'elle soit exposée sur le forum romain. Sulla entra dans Rome, monté sur son cheval blanc, entouré de ses légions victorieuses, tandis que la ville fumait encore. Le forum, cœur de la République où de grands hommes avaient jadis débattu du destin des nations, était maculé de sang. Des corps de citoyens romains pourrissaient dans les rues, et au milieu de cette dévastation, Sulla convoqua le Sénat. Les sénateurs présents, blêmes de peur, entendirent le discours le plus glacial de leur vie. « Je ne suis pas venu détruire la République, » dit Sulla. « Je suis venu la sauver des hommes qui prostituent nos lois pour leur profit personnel. Gaius Marius et Sulpicius ont tenté de voler le commandement que le Sénat m'avait conféré. Ils ont armé des citoyens contre des soldats. Ils ont transformé Rome en champ de bataille. Je n'ai fait que rétablir l'ordre, et pour que cela ne se reproduise jamais, de nouvelles lois seront adoptées. » Le Sénat, sans autre choix, accepta tout. Des lois furent votées limitant le pouvoir des tribuns, renforçant l'autorité des consuls, garantissant que l'armée resterait sous contrôle sénatorial. En théorie, Sulla sauvait la République. En pratique, il démontrait que le pouvoir réel ne venait pas des votes ou des lois, mais de légions fidèles. Mais Sulla avait un problème. Il ne pouvait pas rester à Rome. Mithridate contrôlait encore l'Orient, et si Sulla ne partait pas vite, un autre général serait envoyé.
Alors, dans un geste qui semblait fou, il laissa des consuls alliés au pouvoir, réorganisa la garde de la ville et partit pour la Grèce avec ses 5 meilleures légions. Il quitta Rome blessé, traumatisé, mais théoriquement stabilisé sous le contrôle de ses partisans. Ce fut la plus grande erreur de sa vie, car à peine Sulla eut-il embarqué pour l'Orient que Marius revint. Le vieux général, rongé par la haine et assoiffé de vengeance, débarqua en Italie avec une armée de mercenaires. Les cités que Sulla avait pacifiées se rallièrent à Marius. Des légions censées être loyales à la République se joignirent au général populaire. Et quand Marius marcha une seconde fois sur Rome cette année sanglante, il ne rencontra aucune résistance. La ville, épuisée, ouvrit simplement ses portes. Ce qui suivit fut une terreur pure. Marius ne pardonna à personne. Tout allié de Sulla fut traqué. Des sénateurs furent exécutés chez eux. Des chevaliers virent leurs biens confisqués. Quiconque soupçonné de sympathiser avec Sulla fut tué sans jugement. Les têtes des exécutés furent exposées sur le forum, si nombreuses qu'il n'y avait plus de place sur les lances. Alors on commença à les empiler par terre. Rome, qui avait souffert d'un bain de sang sous Sulla, s'y noyait maintenant dans un encore pire. Et tout cela pendant que Sulla se trouvait à des milliers de kilomètres, combattant Mithridate. Quand les nouvelles parvinrent en Orient, les officiers de Sulla s'attendaient à une explosion de rage. Ils ne virent que ce même silence effrayant. Sulla lut les rapports de chaque exécution, de chaque confiscation, de chaque humiliation. Puis il replia soigneusement les papiers et dit seulement « Ils auront ce qu'ils méritent quand je reviendrai ». Et tous comprirent, à cet instant, que Rome n'avait encore rien vu. Le véritable bain de sang restait à venir. Rome, 83 avant Jésus-Christ. La cité qui avait jadis été un phare de civilisation s'était transformée en abattoir. Gaius Marius était mort, consumé par la maladie et la haine quelques jours après avoir obtenu son 7e consulat. Mais ses partisans tenaient toujours le pouvoir. Cinna dominait le Sénat. Le jeune Marius tentait d'imiter la brutalité de son père, et la faction populaire contrôlait chaque institution de la République. Ils avaient traqué et tué chaque allié de Sulla qu'ils avaient pu trouver. Ils avaient confisqué des propriétés, exécuté des sénateurs, terrorisé l'aristocratie. Et maintenant, confiants dans leur victoire, ils croyaient que Sulla n'oserait jamais revenir. Ils se trompaient terriblement. En Orient, Sulla avait terminé sa campagne contre Mithridate, non par une victoire totale, mais par une paix lucrative qui lui apporta assez d'or pour payer ses légions pendant des années. Plus importante encore, il avait gagné leur loyauté absolue. Ces hommes ne combattaient pas pour Rome, ils combattaient pour Sulla. Il l'avait vu remporter des batailles impossibles, il l'avait vu partager généreusement le butin, et il l'avait vu trahi par la ville qu'il défendait. Quand Sulla annonça qu'il retournerait en Italie pour reconquérir Rome, il n'y eut aucune hésitation. Seul le cri de guerre retentit, « Vengeance ». Sulla débarqua à Brindes avec 5 légions, environ 25 000 vétérans endurcis par des années de guerre brutale. Il ne venait pas comme libérateur, il venait comme conquérant. Sa proclamation aux cités italiennes fut simple et terrifiante. Celui qui se joindra à moi avant la victoire sera récompensé. Celui qui résistera sera détruit. Celui qui restera neutre sera traité comme un ennemi. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de négociation. Soit avec Sulla, soit contre lui. L'Italie se déchira en deux. Les cités ayant soutenu Marius se barricadèrent derrière leurs murs. D'autres, comprenant que le vent tournait, ouvrirent leurs portes à Sulla. Et commença l'une des guerres civiles les plus sanglantes de l'histoire romaine. Ce n'était pas une armée étrangère qui envahissait, c'étaient des Romains tuant des Romains, des Italiens massacrant des Italiens, et personne ne donnait ni ne demandait de clémence. La haine accumulée pendant des décennies de rivalité politique explosa en une violence qui aurait fait paraître n'importe quel barbare civilisé en comparaison. Le premier grand affrontement eut lieu à Sacriportus, à quelques kilomètres de Rome. Le consul Marian, commandant 3 légions,
tenta de bloquer l'avancée de Sulla. Il fut anéanti en quelques heures. Les vétérans de Sulla, combattant en formation éprouvée contre les phalanges de Mithridate, annihilèrent les forces ennemies avec une efficacité brutale. Il n'y eut pas de retraite organisée. Il y eut un massacre. Des soldats mariantes tentèrent de fuir et furent traqués dans les champs. Les villages alentours se remplirent de réfugiés mutilés. Et Sulla, observant la carnage, ne montra aucune émotion. Il ordonna seulement d'avancer. Rome était proche. La ville entra en panique totale. Le jeune Marius tenta d'organiser la défense, mais n'avait ni le génie tactique de son père, ni la loyauté des troupes. Sulla approchait, et rien ne semblait capable de l'arrêter. Dans le désespoir, Marius recruta à la hâte des gladiateurs, des esclaves affranchis, quiconque acceptait de prendre les armes. Il transforma Rome en forteresse, bloqua les rues, prépara des embuscades. Si Sulla voulait la ville, il devrait l'arracher brique par brique. La bataille de la Porte-Colline fut l'apogée de ce cauchemar. Sulla attaqua les portes de Rome avec ses légions, tandis que les forces marianes défendaient avec le désespoir des condamnés. Le combat dura de l'aube jusqu'à la nuit, puis de la nuit au jour suivant. Les rues furent bloquées par des piles de cadavres. Le sol était si ensanglanté que les sandales n'avaient plus de prise. Des hommes combattaient sur les corps de leurs camarades morts. L'air puait le sang, la sueur et la mort. Rome était devenue une vision de l'enfer. À un moment donné, l'aile gauche de Sulla commença à céder. Des gladiateurs marianes, combattants professionnels habitués à la mort, brisèrent la formation et avancèrent comme des démons. Pendant des heures, la bataille pencha du côté des défenseurs. Mais Sulla n'était pas homme à renoncer. Il mena personnellement sa garde prétorienne dans une attaque suicidaire au centre de l'ennemi. De vieux soldats ayant combattu en Orient le suivirent. Et ensemble, par pure brutalité et refus de reculer même face à une mort certaine, ils brisèrent la défense mariane. L'effondrement fut instantané et total. Les forces de Marius se désintégrèrent. Les soldats jetèrent leurs armes et s'enfuirent. Les gladiateurs vendirent chèrement leur vie, combattant jusqu'au dernier homme. La poursuite continua dans les rues de Rome, à travers le forum, jusqu'au temple où des réfugiés cherchaient protection. Sulla ne respecta aucun sanctuaire. Ces hommes pénétrèrent dans les temples sacrés et tuèrent ceux qui s'y cachaient. Les prêtres qui protestèrent furent exécutés. Les dieux regardèrent en silence, tandis que leur sanctuaire était profané. Quand le combat prit fin, Rome était entre les mains de Sulla, mais ce n'était pas une victoire de libération, c'était une conquête. Le jeune Marius s'enfuit à Préneste et se suicida quand la ville tomba. Cinna était déjà mort, assassiné par ses propres troupes des mois plus tôt. La faction populaire était détruite et Sulla, couvert de sang et de gloire, entra au Sénat non comme consul, mais comme conquérant absolu. Ce qu'il dit aux sénateurs terrifiés définirait les années suivantes de Rome. « Je pourrais me proclamer consul », commença Sulla. « Je pourrais me faire roi, je pourrais distribuer vos terres à mes soldats et fonder une dynastie. Mais je ne le ferai pas, parce que Rome a besoin d'institutions, non de rois. Elle a besoin d'ordre, non de chaos. J'accepte donc un seul titre, dictateur, dictateur perpétuel pour réorganiser la République. » Les sénateurs, sans autre choix, acceptèrent. Et Sulla devint ce que Rome n'avait pas vu depuis des siècles. Un dictateur au pouvoir absolu, sans limite de temps, sans restriction. Mais ce n'était pas un dictateur à la manière romaine. Les dictateurs antérieurs étaient nommés en cas d'urgence, détenaient un pouvoir limité et ne servaient pas plus de 6 mois. Sulla brisa toutes ces règles. Sa dictature n'avait pas de date d'expiration, pas de limite, pas de supervision. Il était, pour tous les effets pratiques, roi de Rome. Et son premier acte en tant que roi fut de montrer à tous le prix de la trahison. Sulla convoqua une assemblée sur le cirque Flaminius. Alors qu'il parlait au peuple romain de paix, de réconciliation et d'ordre restauré, des cris résonnèrent aux alentours. Des sénateurs nerveux demandèrent ce qui se passait. Sulla sourit froidement. «
Ce ne sont que quelques criminels recevant leur punition. Ne vous inquiétez pas. Continuez à écouter. Les cris continuèrent pendant des heures. 6000 prisonniers Marion étaient exécutés simultanément. Soldats, officiers, même des citoyens ayant soutenu Marius. Tous tués pendant que Sulla prononçait son discours. Quand on l'interrogea sur cette brutalité, Sulla répondit par la phrase qui le définirait « La peur est le seul conseiller qu'il reste à Rome ». Et Rome apprenait à craindre. Mais Sulla n'avait pas fini. Pas même prêt. Les exécutions au cirque n'étaient que le début. La vraie terreur allait venir, et elle prendrait la forme de listes. Des listes de noms, des listes de morts. Les proscriptions allaient commencer. Rome, 82 avant Jésus-Christ. La ville était silencieuse. Pas le silence de la paix, mais celui de la peur. Les gens marchaient dans les rues en évitant de croiser le regard des autres. Les conversations se chuchotaient. Les portes restaient verrouillées, même en plein jour, car Rome entrait dans sa période la plus sombre, l'ère des proscriptions, et personne n'était en sécurité. Sulla créa quelque chose de nouveau, que Rome n'avait jamais vu. Il publia des listes de citoyens déclarés ennemis de l'État. Pas besoin de procès, pas besoin de preuves, pas besoin d'approbation sénatoriale. Il écrivait simplement des noms sur des tablettes de bois et les affichait sur le forum romain. Et figurer sur une de ces listes signifiait une seule chose, condamnation à mort immédiate. Tout citoyen pouvait tuer un proscrit. Mieux encore, il était encouragé à le faire. Un quart des biens du mort revenait à l'assassin. Le reste allait au coffre de Sulla. Les premières listes contenaient 80 noms. Des sénateurs ayant soutenu Marius, des officiers ayant combattu contre Sulla, des marchands riches dont Sulla convoitait la fortune. La ville s'éveilla un matin et vit ces noms affichés. Et avant le coucher du soleil, les 80 étaient morts, traqués dans les rues, assassinés chez eux, arrachés au temple où ils cherchaient asile. Leurs têtes furent apportées au forum comme preuve, et les assassins reçurent leur or. Mais Sulla ne s'arrêta pas là. De nouvelles listes apparaissaient chaque jour, 100 noms, 200, 500. Personne ne savait qui serait le prochain. Un sénateur pouvait se réveiller avec son nom sur une liste et être mort avant le déjeuner. Un riche chevalier pouvait être en train de dîner quand des assassins envahissaient sa maison. Il n'y avait ni motif clair, ni logique apparente. Certains proscrits étaient des ennemis évidents de Sulla. D'autres étaient simplement riches, et Sulla avait besoin d'argent pour payer ses légions. La terreur qui s'installa à Rome était indescriptible. Des voisins dénonçaient des voisins espérant hériter de leurs biens. Des esclaves tuaient leurs maîtres pour acheter leur liberté avec la récompense. Des fils dénonçaient leurs pères. Rome, fière de ses lois et de sa civilisation, était devenue une jungle où l'instinct unique était la survie. Et Sulla, du haut de son pouvoir absolu, observait tout cela avec sa froideur caractéristique. Des histoires circulaient dans la ville. Un sénateur nommé Quintus Aurelius fut proscrit alors qu'il présidait une réunion du Sénat. Des assassins entrèrent, le poignardèrent dans la curie même, et sa tête fut exposée avant que le sang sur le sol ne sèche. Un riche marchand fut tué par son propre gendre, qui voulait hériter de ses affaires. Une femme trahit son mari, proscrit aux autorités pour épouser son amant. Les proscriptions ne tuaient pas seulement des corps, elles tuaient l'âme de la République. Mais il y avait quelque chose de plus sinistre encore. Certaines personnes étaient ajoutées aux listes non pour des raisons politiques, mais par pure avidité. Sulla avait des lieutenants cruels comme Catilina, jeune aristocrate qui découvrit que les proscriptions étaient une affaire lucrative. Catilina identifiait des hommes riches, suggérait leur nom à Sulla, puis les tuait lui-même pour empocher la récompense. Dans un cas célèbre, il assassina son propre beau-frère, un homme qui n'avait jamais été mêlé à la politique, uniquement pour s'emparer de sa villa. Le nombre total de proscrits ne cessait d'augmenter. 400 sénateurs,
1600 chevaliers, des milliers de citoyens ordinaires, des familles entières furent exterminées. Les fils de proscrits furent interdits d'hériter des biens ou d'exercer des fonctions publiques. La tâche de la proscription se transmettait de génération en génération. Sulla ne se contentait pas de tuer des ennemis, il éliminait des lignées entières. Le Sénat, terrifié, n'osait pas protester. Quand un sénateur courageux se leva pour contester la légalité des proscriptions, Sulla l'écouta calmement, puis ajouta son nom à la liste suivante. Le sénateur fut tué cette même nuit. Le message était clair. Personne n'était en sécurité, pas même au cœur du pouvoir romain. Sulla pouvait tuer quiconque, à tout moment, pour n'importe quelle raison. Des jeunes ambitieux virent une opportunité dans ce chaos. Un adolescent nommé Caius Julius César, neveu de Marius, figurait sur les listes de proscription. Mais grâce à des relations familiales et aux supplications de prêtres, il obtint que Sulla retire son nom. On raconte que Sulla, en le graciant à contre-cœur, dit quelque chose de prophétique. « Faites ce que vous voulez, mais sachez que ce jeune homme détruira un jour tout ce que nous avons bâti, car en lui, je vois beaucoup de Marius. » Des années plus tard, ces paroles se révéleraient terriblement vraies. Rome vivait sous une nuée de mort constante. Les marchés étaient vides, les affaires s'arrêtaient, personne n'investissait, ne construisait, ne planifiait l'avenir alors que le présent était si incertain. L'économie s'effondra, mais Sulla s'en moquait. Il ne construisait pas la prospérité, il construisait l'obéissance, et par la peur, il y parvint. Les méthodes d'exécution variaient. Certains proscrits étaient tués rapidement, décapités dans les rues, d'autres souffraient. Ils étaient torturés pour révéler où ils avaient caché leurs richesses. Leurs familles étaient forcées d'assister. Des enfants voyaient leurs pères être écartelés. Et tout cela était légal, sanctionné par le dictateur de Rome, l'homme qui prétendait sauver la République. Il y eut des résistances isolées. Certaines cités italiennes refusèrent de livrer des proscrits réfugiés. Sulla marcha contre elles avec ses légions. Préneste, qui avait protégé le jeune Marius, fut assiégée jusqu'à ce que la population mange du cuir et des rats. Quand elle tomba enfin, Sulla ordonna un massacre complet. Hommes, femmes, enfants. La ville fut quasiment rayée de la carte comme avertissement. L'aspect le plus troublant des proscriptions était leur normalisation. Au début, les assassinats choquaient. Après quelques semaines, ils devinrent routiniers. Les têtes sur le forum étaient un spectacle quotidien. Les enfants jouaient près des cadavres. Des marchands négociaient pendant que des exécutions avaient lieu à quelques mètres. Rome s'habitua à l'horreur. Et peut-être était-ce plus effrayant que l'horreur elle-même. Sulla justifiait tout cela avec une logique froide. Rome est malade, disait-il. La faction populaire a corrompu la République. Pour guérir le patient, il faut amputer les membres infectés. Les proscriptions sont une chirurgie, pas un assassinat. Elles sont nécessaires pour que Rome puisse renaître plus forte. C'était une rhétorique creuse, mais prononcée avec une telle conviction que certains y croyaient vraiment. Combien d'argent les proscriptions rapportèrent-elles? On estime que Sulla confisqua des fortunes évaluées à des centaines de millions de sesterces. Or, terres, propriétés, esclaves. Tout était saisi aux morts et distribué à ses partisans. Les vétérans de ces légions reçurent des fermes, ses alliés politiques obtinrent des demeures, et Sulla lui-même devint plus riche qu'on ne l'avait jamais imaginé. Le dictateur de Rome était aussi devenu l'homme le plus riche de Rome. Finalement, après des mois de terreur, Sulla annonça que les proscriptions prenaient fin. Il publia une dernière liste et déclara qu'il n'y aurait plus d'ajouts. Mais les dégâts étaient faits. Des milliers étaient morts. L'aristocratie était brisée. La classe moyenne avait été décimée. Et Rome avait appris une leçon terrible, que république, loi, tradition, rien de tout cela ne comptait face à un homme possédant des légions fidèles et la volonté d'utiliser la violence sans limite. Un jeune homme observait tout cela avec une attention particulière. Marcus Tullius Cicéro, brillant avocat, vit comment Sulla utilisait la peur pour contrôler Rome. Il vit comment les institutions cédaient devant la force brute. Et des années plus tard,
Lorsqu'il lui-même lutterait pour sauver la République d'un autre aspirant à la dictature, il se souviendrait des leçons de Sulla. Mais il se rappellerait aussi que finalement, même Sulla n'avait pas réussi à sauver la République. Il n'avait fait que montrer comment la détruire efficacement. Entre le sang et la terreur, Sulla fit quelque chose d'inattendu. Il réforma Rome. Il ne se contenta pas de tuer des ennemis et de confisquer des fortunes. Il réorganisa complètement les institutions de la République. Et ces réformes, paradoxalement, étaient sa tentative de garantir que personne ne puisse faire ce qu'il avait lui-même fait, s'emparer du pouvoir par la force. C'était une contradiction typique de Sulla. Détruire pour préserver, tuer pour sauver, devenir tyran pour empêcher de futurs tyrans. Sa première cible fut les tribuns de la plèbe. Ces magistrats, créés des siècles plus tôt pour protéger les plébéiens contre les abus aristocratiques, étaient devenus des outils politiques dangereux. Les tribuns pouvaient opposer leur veto à toute loi, proposer des lois radicales, et étaient protégés par une sacralité rendant criminel de les toucher. Marius et ses alliés avaient utilisé les tribuns pour adopter des lois contre Sulla. Alors Sulla les neutralisa purement et simplement. Les tribuns ne pouvaient plus proposer de loi sans l'approbation du Sénat. Ils ne pouvaient plus bloquer les décisions des consuls. Et quiconque devenait tribun se voyait interdire tout poste supérieur. Il transforma la magistrature la plus démocratique de Rome en une fonction dépourvue de pouvoir et d'avenir. Le Sénat, en revanche, fut élargi et renforcé. Sulla y ajouta 300 nouveaux sénateurs choisis parmi ses partisans. Il augmenta le nombre de questeurs et de prêteurs, garantissant que plus d'hommes loyaux occuperaient des postes administratifs. Il établit que les anciens prêteurs entreraient automatiquement au Sénat. En théorie, il restaurait le pouvoir aristocratique. En pratique, il remplissait le Sénat d'hommes qui lui devaient tout. Les tribunaux furent entièrement réorganisés. Auparavant, les jurys étaient composés de chevaliers, la classe riche non sénatoriale. Sulla transféra le contrôle des tribunaux exclusivement aux sénateurs. Il créa des cours permanentes pour des crimes spécifiques, meurtres, trahison, détournement de fonds, corruption. Il établit des procédures légales qui, ironiquement, étaient plus structurées que tout ce que Rome avait connu auparavant. L'homme qui avait massacré des milliers sans procès créait un système judiciaire organisé. La question militaire était centrale. Sulla avait montré qu'un général avec des légions fidèles pouvait conquérir Rome. Il tenta donc de prévenir cela. Il établit que les consuls devaient servir 1 an à Rome avant de recevoir un commandement provincial. Les gouverneurs provinciaux avaient des mandats fixes et ne pouvaient pas les prolonger. Les armées devaient être dissoutes dès le retour des généraux en Italie. Ce sont des règles sensées. Elles furent aussi totalement ignorées par tous les généraux à venir. L'aspect le plus ambitieux des réformes concernait le cursus honorum, la carrière politique romaine. Sulla fixa des âges minimaux pour chaque poste. Questeur à 30 ans, prêteur à 39, consul à 42. Il exigea un intervalle de 2 ans entre les magistratures. Il interdit la réélection immédiate au consulat. Il essayait de créer un système où le pouvoir serait réparti, non concentré. Il essayait d'empêcher qu'un autre Marius ou un autre Sulla n'apparaisse. Mais il y avait un problème fondamental avec les réformes de Sulla. Elles étaient imposées par la force. Elles ne naissaient pas du consensus, du débat ou de l'évolution naturelle des institutions. Elles naissaient de la peur. Chaque loi adoptée était sanctionnée par des légions campées aux portes de Rome. Chaque réforme portait en elle une menace implicite. Obéissez ou mourrez. Et les lois nées de la peur survivent rarement à la disparition de la peur. Sulla fit aussi des réformes économiques brutales. Les terres confisquées aux proscrits furent redistribuées aux vétérans. Des cités entières d'Italie, ayant soutenu Marius, furent punies. Pompéi perdit ses remparts. Le Samnium fut pratiquement dépeuplé, ses terres données à des colons romains. C'était une politique de terre brûlée, appliquée non pas à des ennemis extérieurs, mais à des citoyens italiens. Le ressentiment ainsi créé fermenterait pendant des décennies. La réorganisation provinciale
fut aussi significative. Sulla établit que les anciens consuls gouverneraient les plus grandes provinces, les anciens préteurs les plus petites. Il créa un système où les gouverneurs pouvaient être poursuivis après leur mandat pour extorsion. Il tenta d'imposer un certain ordre au chaos qu'était l'administration provinciale romaine. Mais sans application réelle, les gouverneurs continuèrent à piller les provinces en toute impunité. Il y avait des éléments progressistes dans les réformes. Sulla codifia des lois qui jusque-là reposaient sur des précédents. Il créa des procédures claires pour des crimes spécifiques. Il établit que les accusateurs malveillants pouvaient être punis. Il essaya de rendre la justice plus prévisible et moins sujette à la manipulation politique. Ironiquement, le dictateur qui tuait sans jugement essayait de créer un système juridique fonctionnel. Durant cette période, Sulla arpentait le forum transformé. Les statues des proscrits avaient été renversés. De nouveaux édifices, construits avec l'argent confisqué, modifiaient le paysage. Le temple de Jupiter Capitolin, détruit dans l'incendie de la guerre civile, était reconstruit avec une magnificence inégalée. Rome était physiquement remodelée selon la vision de Sulla. Mais sous cette nouvelle architecture et ses lois réformées, la pourriture persistait. Les réformes de Sulla soignaient les symptômes, non les causes. Le problème fondamental n'était ni le pouvoir des tribuns, ni la composition du Sénat. C'était l'inégalité massive, des armées fidèles à des généraux plutôt qu'à l'État, et une élite politique plus intéressée par le pouvoir personnel que par le bien commun. Sulla ne résolut aucun de ces problèmes. Il ne fit que réarranger les chaises sur le pont du Titanic. Les historiens débattent encore aujourd'hui. Sulla était-il tyran ou réformateur, destructeur ou sauveur? La vérité est qu'il était les deux. Il croyait sincèrement sauver Rome. Ces réformes, aussi brutalement imposées soient-elles, témoignaient d'une compréhension sophistiquée des problèmes institutionnels de la République. Mais ces méthodes garantissaient que ces réformes ne survivraient pas. On ne peut pas construire un ordre durable sur une fondation de terreur. Il y avait des moments où Sulla semblait conscient de cette contradiction. On raconte que, marchant seul sur le forum vide au crépuscule, parmi les statues fêlées et l'écho des exécutions encore présents, il murmurait pour lui-même « La loi est née du sang et le restera ». C'était une reconnaissance tacite que son œuvre n'était pas une construction civilisationnelle, mais simplement une nouvelle forme de barbarie revêtue de la toge sénatoriale. Les jeunes ayant grandi sous la dictature de Sulla apprirent des leçons qu'ils n'avaient jamais voulu enseigner. Ils apprirent que la République n'était qu'une façade, que le vrai pouvoir venait des légions, que la violence fonctionnait, que la clémence était une faiblesse. Toute une génération fut éduquée dans la terreur, et cette génération produirait des hommes comme Pompée, Crassus, Catilina et finalement Jules César, des hommes qui feraient paraître Sulla amateur. Les réformes durèrent exactement aussi longtemps que dura la peur de Sulla. À peine fut-il mort qu'elles commencèrent à être démantelées. Pompée et Crassus, comme consuls, restaurèrent le pouvoir des tribuns. César ignora complètement les règles sur les commandements provinciaux. Les guerres civiles que Sulla avait tenté d'empêcher éclatèrent avec une force encore plus grande. Et Rome apprit que les réformes imposées par l'épée meurent par l'épée. Mais à ce moment-là, avec des légions campées près de la ville et les proscriptions encore fraîches dans les mémoires, personne n'osait défier les réformes. Le Sénat approuvait chaque proposition sans débat. L'Assemblée populaire votait comme ordonné. Et Sulla, du haut de son pouvoir absolu, continuait à réorganiser Rome selon sa vision. Il ne s'en rendait pas compte, ou peut-être s'en moquait-il, mais il construisait un château de sable, beau mais destiné à s'effondrer à la première vague. Rome, 79 avant Jésus-Christ. La ville s'était habituée à la dictature. Les proscriptions avaient pris fin. Les réformes étaient mises en œuvre. La terreur avait laissé place à un calme tendu, où chacun savait que Sulla pouvait les détruire d'un mot.
Le dictateur perpétuel contrôlait Rome complètement. Il possédait un pouvoir absolu, une richesse inimaginable et des légions qui le suivraient jusqu'aux portes de l'enfer. Et puis, surprenant tout le monde méditerranéen, il fit quelque chose d'absolument inattendu. Il renonça. Personne ne comprenait. Les dictateurs n'abandonnaient pas le pouvoir. Les conquérants ne lâchaient pas leur conquête. Les hommes ayant tué des milliers pour atteindre le sommet ne descendaient pas simplement. Mais Sulla n'était pas un homme ordinaire. Lors d'une assemblée publique, toute Rome regardant bouche bée, il retira les symboles de son autorité et annonça « Mon œuvre est achevée. La République est restaurée. Je n'ai plus besoin du pouvoir que j'ai temporairement assumé. Je redeviens citoyen ordinaire. » Puis, calmement, il descendit de la tribune et traversa la foule stupéfaite. Les théories sur les raisons de ce renoncement sont innombrables. Certains disent qu'il était malade, qu'il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. D'autres affirment qu'il croyait sincèrement avoir sauvé Rome et que sa mission était accomplie. D'autres encore suggèrent qu'il craignait d'être assassiné et préféra se retirer tant qu'il le pouvait. La vérité est probablement plus complexe. Sulla avait tout obtenu. Il avait remodelé Rome à son image. Il avait vengé toutes les offenses. Il avait prouvé qu'il était l'homme le plus puissant du monde méditerranéen. Que lui restait-il? Il se retira dans une villa à Cume, ville côtière connue pour ses eaux thermales et son climat doux. Là, l'homme qui avait fait trembler Rome vivait entouré d'amis, de courtisanes, d'acteurs et de philosophes. Il passait ses journées à boire du vin fin, à regarder des pièces de théâtre, à chasser dans les forêts voisines. La nuit, les fêtes duraient jusqu'à l'aube. Sulla, libéré des responsabilités du pouvoir, semblait décidé à profiter de ses dernières années dans un hédonisme effréné. Mais les ombres du passé ne le laissaient pas en paix. On raconte qu'il se réveillait souvent en criant, hanté par des cauchemars où des milliers de proscrits venaient réclamer vengeance. Il voyait les visages des sénateurs qu'il avait exécutés. Il entendait les cris des enfants ayant perdu leur père par son ordre. Ses amis le trouvaient parfois assis seul, regardant la mer, murmurant les noms des morts. L'homme qui semblait dépourvu de conscience en avait peut-être une, après tout. Il y avait aussi une inquiétude constante concernant les assassinats. Sulla avait accumulé trop d'ennemis. Les fils de proscrits survivants rêvaient de vengeance. Les factions politiques qu'il avait écrasées guettaient l'occasion. Même dans sa villa fortifiée, Sulla gardait une garde prétorienne. Il faisait goûter toute nourriture avant de la manger. Il dormait avec un poignard sous son oreiller. Le dictateur retraité vivait comme un prisonnier de son propre legs. Physiquement, Sulla se détériorait. Sa peau, toujours marbrée, était maintenant couverte d'ulcères qui saignaient. Les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer son mal. Certains historiens modernes suggèrent qu'il souffrait d'une forme de maladie auto-immune, peut-être un lupus. D'autres pensent que c'était la conséquence de décennies de stress extrême et d'excès d'alcool. Quelle qu'en soit la cause, Sulla mourait lentement, et il le savait. Alors que son corps faiblissait, son esprit restait vif. Sulla se mit à écrire ses mémoires, 22 volumes détaillant ses campagnes, ses décisions politiques, ses justifications pour les proscriptions. C'était une tentative de contrôler la manière dont l'histoire le jugerait. Malheureusement, ses mémoires ont été perdues, et nous ne connaissons Sulla que par les yeux de ses ennemis et des générations ayant hérité de la République qu'il brisa. À Rome, la vie continuait sans lui. Ses réformes étaient en vigueur, mais montraient déjà des fissures. Pompée, jeune général protégé de Sulla, accumulait pouvoir et gloire propre. Crassus s'enrichissait par des méthodes douteuses. Et Jules César, le jeune homme que Sulla avait failli proscrire, commençait sa carrière politique. La République que Sulla avait tenté de sauver poursuivait inéluctablement son chemin vers l'autodestruction. Un incident illustre parfaitement le crépuscule de Sulla. Un magistrat de Cume, pensant que le dictateur retraité n'avait plus de pouvoir, refusa de suivre un ordre mineur de Sulla. Le vieux dictateur entra dans une rage folle, convoqua le magistrat en sa présence et hurla « Tu crois que parce que j'ai renoncé au pouvoir, je suis devenu impuissant ?
Pendant des décennies, quand je disais oui, il me craignait encore. Maintenant que je dis non, tu me défies? Le magistrat, terrifié, tomba à genoux en suppliant pardon. Sulla le congédia avec mépris. Même retraité, même mourant, il inspirait encore la peur. Mais ce n'était que des lueurs du vieux pouvoir. La plupart du temps, Sulla n'était qu'un vieil homme malade essayant d'oublier qu'il avait tué des milliers. Il buvait plus que de raison. Ses fêtes devenaient de plus en plus décadentes. Courtisanes et acteurs le distrayaient temporairement, mais il revenait toujours à la réalité. Il se mourait, et son héritage était douteux au mieux. Un jour, Sulla assista à une dispute entre deux citoyens de Cumes. L'un devait de l'argent à l'autre et refusait de payer. Le créancier implora l'aide de Sulla. Le débiteur, irrespectueusement, dit que le vieux dictateur n'avait plus d'autorité. Quelque chose se brisa en Sulla. Il se mit tellement en colère qu'il eut une hémorragie massive. Ses ulcères éclatèrent, il vomit du sang et s'effondra. On le porta dans son lit, où il passa ses derniers jours. Alors qu'il agonisait, Sulla dicta les dernières additions à ses mémoires. Il justifia chaque décision, chaque exécution, chaque réforme. Il insista sur le fait qu'il avait sauvé Rome, même si Rome ne le reconnaissait pas. Et puis, dans un dernier moment de lucidité, il dit quelque chose de profond à ses amis rassemblés autour de son lit. « Même les dieux n'ont pu supporter ma gloire. » C'était une reconnaissance qu'il était peut-être allé trop loin, qu'il avait acquis trop de pouvoir, versé trop de sang. Même pour les dieux, Sulla était excessif. Lucius Cornelius Sulla mourut en 78 avant Jésus-Christ. Il avait 60 ans. Le Sénat, encore contrôlé par ses partisans, vota des honneurs funèbres extraordinaires. Son corps fut conduit à Rome dans une procession solennelle. Des légions vétérans, ayant servi sous ses ordres, marchèrent aux côtés du cortège. Toute la ville assista, non par amour, mais par peur que refuser ne soit perçu comme un manque de respect. Les funérailles furent un spectacle de propagande. Des discours louèrent Sulla comme le sauveur de la République. Sa carrière militaire fut célébrée. Ses réformes furent présentées comme l'œuvre d'un génie. Mais les regards dans la foule racontaient une autre histoire, du soulagement, une peur atténuée, un espoir prudent que le cauchemar soit peut-être, enfin, terminé. Sulla fut incinéré avec les honneurs dus à un héros, mais Rome respira collectivement quand les flammes consumèrent son corps. Sa tombe portait l'épitaphe qu'il avait lui-même rédigée. « Aucun ami ne m'a fait du bien que je n'ai récompensé davantage, et aucun ennemi ne m'a fait du mal que je n'ai vengé encore plus. » C'était le résumé parfait de sa philosophie. La loyauté était récompensée, la trahison punie sans pitié. Et Sulla tint cette promesse jusqu'à son dernier souffle. Mais la mort de Sulla ne résolut pas les problèmes de Rome. En fait, elle les aggrava. Ses réformes commencèrent immédiatement à s'effondrer. Ses protégés se disputèrent le pouvoir qu'il avait laissé vacant. Et les jeunes, ayant grandi en observant ses proscriptions, apprirent la mauvaise leçon, que le pouvoir vient de la pointe de l'épée, non des débats au Sénat. Sulla était mort, mais il avait empoisonné Rome avec son legs. Des années plus tard, quand une nouvelle guerre civile déchira la République, les hommes se souvinrent de Sulla. Pompée, qui avait commencé comme protégé de Sulla, utilisa ces tactiques. Crassus s'enrichit avec les méthodes popularisées par Sulla. Et César, que Sulla avait failli proscrire, finit par faire paraître les proscriptions comme des enfantillages quand ses successeurs formèrent le second triumvirat. Le fantôme de Sulla hanta chaque décision politique pendant des décennies. L'ironie cruelle de son destin était celle-ci. Sulla avait renoncé au pouvoir pour prouver que la République pouvait fonctionner, que les institutions étaient plus fortes que les individus, que l'ordre était possible sans tyrannie. Mais en renonçant, il ne fit que prouver le contraire. Il montra que Rome ne fonctionnait qu'avec une main de fer, que les institutions n'étaient qu'une illusion, que l'ordre exigeait la peur. Ses réformes moururent avec lui, mais ses leçons survécurent. Le dictateur qui détruisit Rome pour la sauver avait échoué dans les deux.
Rome ne fut pas sauvée, elle ne fut pas non plus entièrement détruite. Elle resta en suspens, république en apparence, mais empire en essence, attendant simplement le prochain homme fort pour achever ce que Sulla avait commencé. Et cet homme viendrait. Il s'appelait Jules César, et il avait appris chaque leçon que Sulla avait enseignée. 20 ans après la mort de Sulla, un jeune général franchit une petite rivière dans le nord de l'Italie avec ses légions. La rivière s'appelait le Rubicon, et la traversée avec des troupes armées était un crime passible de mort. Mais Jules César n'hésita pas. Alors que ses légions avançaient, il aurait cité un vers grec, le sort en est jeté. Mais il aurait pu dire quelque chose de plus honnête, je fais ce que Sulla m'a appris. L'ombre de Sulla sur la République romaine fut longue et sombre. Chaque crise politique des décennies suivantes portait son ADN. Chaque général ambitieux suivit son manuel. Chaque guerre civile répéta ses schémas. Sulla n'avait pas seulement brisé des tabous, il avait rédigé le manuel d'instruction pour les futurs dictateurs. Et Rome en paya le prix pendant des générations. L'ironie la plus cruelle est que Sulla faillit tuer l'homme qui détruirait finalement la République. César avait 17 ans quand Sulla revint d'Orient. Il était le neveu de Marius et le gendre de Cinna, lié à tous les ennemis de Sulla. Naturellement, son nom apparut sur les listes de proscription. Mais César avait de puissants protecteurs, les Vestales, prêtresses dont les supplications étaient sacrées. Sous la pression, Sulla retira César des listes, mais avec un avertissement prophétique, « Faites ce que vous voulez, mais sachez que dans ce jeune homme, il y a beaucoup de Marius. » Sulla vit en César quelque chose que d'autres ne voyaient pas. Peut-être reconnaissait-il un esprit similaire, ambition sans limite, intelligence froide, disposition à briser les règles quand nécessaire. Mais là où Sulla essaya de restaurer la République, César la détruirait complètement. Là où Sulla renonça, César deviendrait dictateur perpétuel pour de vrai. Là où Sulla utilisa la terreur comme outil, César utiliserait la clémence comme arme. Ils étaient opposés dans leurs méthodes, mais identiques dans leurs objectifs. Le pouvoir absolu. La génération ayant grandi sous la dictature de Sulla apprit des leçons précises. Elle apprit que la République n'était qu'une façade. Pendant les proscriptions, elle vit le Sénat s'incliner, les lois être ignorées, les traditions piétinées. Elle vit que le vrai pouvoir ne venait ni des votes, ni de la rhétorique, mais des légions fidèles. Et elle vit que la violence fonctionnait. Sulla tua des milliers et mourut dans son lit, riche et respecté. Où était l'incitation à suivre les règles? Pompée le Grand fut un produit direct de Sulla. À 23 ans, il leva des légions privées pour soutenir Sulla pendant la guerre civile. Pour cette loyauté, il fut récompensé par des commandements extraordinaires. Il ignora complètement le cursus honorum établi par Sulla. Il célébra 3 triomphes, 2 d'entre eux techniquement illégaux. Et quand il revint enfin en Italie après avoir conquis l'Orient, Rome trembla à l'idée qu'il fasse ce que Sulla avait fait. Pompée ne le fit pas, mais seulement parce qu'il n'en eut pas le courage. Il avait le pouvoir, mais lui manquait la cruauté nécessaire. Crassus tira des leçons différentes de Sulla. Il vit comment les proscriptions généraient une fortune instantanée. Pendant le règne de terreur de Sulla, Crassus acheta des propriétés confisquées à des prix dérisoires. Il créa un corps de pompiers privés, exigeant un paiement avant d'éteindre un incendie. Il devint l'homme le plus riche de Rome, grâce à des méthodes qui auraient rendu fier n'importe quel gangster moderne. Et tout cela était légal, sanctionné par le nouveau système que Sulla avait créé. Même les ennemis de Sulla utilisèrent ces tactiques. Catilina, qui avait été exécuteur pendant les proscriptions, tenta une conspiration pour s'emparer du pouvoir par la violence de masse. Marc-Antoine, des décennies plus tard, mena ses propres proscriptions après l'assassinat de César. Le poison que Sulla introduisit dans le système politique romain ne fut jamais complètement éliminé. Mais c'était César qui incarnait le véritable héritage de Sulla, non seulement parce que Sulla avait failli le tuer, mais parce que César comprit et perfectionna le manuel. Sulla montra qu'un général pouvait marcher sur Rome. César franchit le Rubicon.
Sulla démontra que le Sénat était impuissant face aux légions. César le rendit irrélevant. Sulla utilisa les proscriptions pour éliminer ses ennemis. César utilisa la clémence pour les désarmer, mais le résultat était le même. Pouvoir absolu. La différence cruciale était que César apprit de l'erreur fatale de Sulla. On ne renonce pas. Sulla avait prouvé que la République ne fonctionnait pas seule. Elle avait besoin d'un homme fort au commandement. Mais ensuite, inexplicablement, il lâcha ce commandement. César ne répéterait pas cette erreur. Quand il prendrait le pouvoir, il le garderait jusqu'à ce que des conjurés le poignardent au pied de la statue de Pompée. Et même alors, son héritier Auguste acheverait la transformation, devenant le premier empereur. Les réformes de Sulla laissèrent aussi un héritage, bien que non celui qu'il avait voulu. Il avait tenté de renforcer le Sénat, mais n'avait fait que révéler sa faiblesse. Il avait tenté de limiter le pouvoir des tribuns, mais avait créé un vide que les généraux comblèrent. Il avait tenté d'empêcher les commandements militaires prolongés, mais Pompée, César et les autres les ignorèrent simplement. Chaque réforme conçue pour préserver la République finit par montrer pourquoi elle ne pouvait pas être préservée. Le système politique que Sulla tenta de sauver était fondamentalement brisé. Rome était passée d'une cité-État à un empire méditerranéen. Mais ses institutions restaient celles d'une cité-État. Un Sénat conçu pour gouverner une zone urbaine contrôlait désormais la moitié d'un continent. Des magistratures annuelles devaient administrer des provinces qu'il fallait des mois pour atteindre, et des armées de citoyens avaient été remplacées par des légions professionnelles fidèles à des généraux, non à l'État. Sulla vit tous ces problèmes. Ces réformes tentèrent d'y répondre, mais la vraie solution exigeait quelque chose que Rome n'accepterait jamais, la monarchie. La République était sacrée pour les Romains. C'était ce qui les séparait des barbares orientaux gouvernés par des rois. Ils restèrent donc pris dans le déni, prétendant être une république tout en étant gouvernés par des dictateurs. D'abord en tout, sauf en nom, puis finalement aussi en nom. La violence que Sulla normalisa eut des conséquences durables. Avant lui, la guerre civile était impensable. Après lui, elle devint un outil politique acceptable. Entre la mort de Sulla et l'ascension d'Auguste, Rome connut 6 grandes guerres civiles. César contre Pompée, Octave contre Antoine, Octave et Antoine contre les assassins de César, révolte d'esclaves, conspirations aristocratiques, mutineries militaires. Rome saigna continuellement pendant un demi-siècle, et tout commença le jour fatidique où Sulla marcha sur Rome en 88 avant Jésus-Christ. Il y eut des tentatives de résistance au legs de Sulla. Cicéron, le plus grand orateur de Rome, passa sa vie à défendre la République. Il arguait que la loi devait gouverner, non les hommes, que les institutions étaient sacrées, que la violence n'était jamais la réponse. Il échoua complètement. Quand les conjurés assassinèrent César, Cicéron célébra cela comme le retour de la République. 2 ans plus tard, il fut proscrit par Marc-Antoine et sa tête et ses mains furent exposées sur le forum. Il mourut en défendant une république déjà morte depuis des décennies. Caton le Jeune choisit une autre voie. Il s'opposa à tout général ambitieux. Il bloqua le commandement de Pompée. Il résista aux exigences de César. Il maintint les principes républicains avec une rigidité presque religieuse. Et quand César remporta la guerre civile, Caton se suicida plutôt que de vivre sous une dictature. Ce fut un geste noble, mais inutile. Son suicide ne sauva pas la République, il prouva seulement que les principes ne faisaient pas le poids face aux légions. La République romaine mourut progressivement. Il n'y eut pas de moment précis où elle devint empire. Ce fut un lent processus d'érosion institutionnelle que Sulla initia et César acheva. Auguste ne fit que formaliser ce qui était déjà réalité. Il conserva les apparences, se faisant appeler princeps plutôt que roi. Mais tout le monde savait. La République était morte le jour où Sulla franchit la ligne rouge et marcha sur Rome. Tout ce qui suivit ne fut que du théâtre. Les historiens débattent éternellement. Sulla sauva-t-il ou détruisit-il la République? La réponse est qu'il fit les deux et que cette contradiction était son legs. Il la sauva du chaos immédiat de Marius.
mais il la détruisit en montrant que les institutions étaient vides. Il la réforma pour mieux fonctionner, mais il la brisa en recourant à la violence de masse. Il renonça pour prouver que la République pouvait exister sans dictateur, mais il prouva exactement le contraire. Que pouvons-nous apprendre de Sulla? Peut-être que les fins ne justifient pas les moyens. Il croyait sincèrement sauver Rome, mais les méthodes qu'il utilisa garantirent que Rome ne serait jamais sauvée. Peut-être que la violence engendre plus de violence. Les proscriptions de Sulla furent vengées par Marius, qui le furent à leur tour par Sulla, amorçant un cycle qui ne cesserait qu'avec l'Empire. Ou peut-être que les institutions sont fragiles. Des siècles de tradition républicaine s'effondrèrent en une génération parce que des hommes comme Sulla décidèrent que le pouvoir personnel comptait plus que l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, le nom de Sulla suscite encore la controverse. Fut-il héros ou vilain, sauveur ou destructeur, réformateur ou tyran? La réponse honnête est qu'il fut tout cela. Il fut le produit de son époque, répondant à des problèmes réels avec des solutions brutales. Et comme souvent dans l'histoire, le remède fut pire que la maladie. Le dernier legs de Sulla est peut-être celui-ci. Il montra que la République ne peut survivre quand les citoyens cessent d'y croire. Les institutions ne sont que du papier et des mots. Elles ne fonctionnent que si les gens acceptent de les respecter. Dès qu'un général assez ambitieux et cruel décide que les institutions n'ont plus d'importance, elles en perdent effectivement. Sulla fut le premier à comprendre cela pleinement. César fut le second. Et entre eux, ils tuèrent la République romaine. La caméra s'élève au-dessus du forum romain. Les ruines témoignent de la gloire passée et de la barbarie qui pourrait revenir. Et dans l'ombre de ces colonnes brisées, le fantôme de Sulla erre encore, murmurant sa terrible vérité. Rome a besoin d'un homme qui ne redoute pas le sang. Il fut cet homme. Rome ne fut plus jamais la même. Et peut-être, juste peut-être, est-ce là sa plus grande victoire et sa plus grande tragédie. Sulla mourut, mais Rome mourut avec lui. Et du cadavre de la République naquit l'empire qui dominerait le monde pendant 5 siècles encore. Le dictateur de sang avait accompli sa prophétie. Il détruisit Rome pour la sauver et découvrit, trop tard, qu'on ne peut faire les deux à la fois. Si ce récit vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire. C'est la chaîne Les Empereurs. À bientôt.